Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. C'est majeur dans le sens que lui, il doit se poser la question est-ce que je veux quelque chose de vraiment plus en profondeur? Je pense que j'ai une problématique quand même qui vient de loin. Je veux pas, j'ai eu une grosse rupture amoureuse il y a 2 ans, puis depuis ce temps-là, ça va pas. T'sais. Si c'est des enjeux émotionnels ou des enjeux vraiment, des commotions cérébrales avec des réactions du corps qui sont vraiment comme si tu avais peur d'une araignée, là, puis que dans certaines situations de compétition, ben on parle de dysfonctionnement. Là, t'es pas supposé avoir une peur d'araignée quand tu joues au hockey ou quand tu fais un plongeon. Là, t'sais. Fait que ça prend un psychologue pour aller traiter ça. Tandis que si tu dis non, moi je pense que je me sens bien, ma santé mentale va bien, mais j'aimerais ça m'améliorer pour avoir des trucs avant ma compétition, puis bien me préparer avant une compétition mentalement, pratiquer ma concentration, optimiser mon entraînement mental, mais aller voir un préparateur mental. Puis les autres psychologues, ben sont là, justement, ils sont pas obligés d'être des experts dans le domaine, mais si tu as besoin, t'es bien mieux d'aller voir un psychologue pour les traiter des troubles d'anorexie, boulimie, spécialisé là-dedans. Même un psychologue sportif comme moi, dans certaines problématiques, je suis pas l'expert. Vous êtes mieux d'aller voir quelqu'un qui est expert dans les problématiques alimentaires que moi, par exemple. Puis ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de respecter l'expertise de tous et chacun. Tu sais, où est-ce que je trouve que c'est vraiment ça qui ressort de ce que tu dis, puis d'éduquer les athlètes aussi à reconnaître c'est quoi qu'ils ont besoin, c'est quoi leurs différents besoins. Et là, tantôt, tu y as touché, donc, tu sais, on s'en parlait un petit peu en pré-entrevue ou la première fois qu'on a discuté ensemble par téléphone. Tu me parlais qu'une de tes spécialités qui te démarque, justement, c'est le côté le EMDR. On peut le voir aussi sur ton site web, les traumas, microtraumas. OK, on part de où là-dedans? Parce que quand tu entends EMDR, je pourrais dire le titre, mais en bout de ligne, je vais le bafouer de un. Mais comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis c'est quoi les ramifications? Puis à quoi tu t'attardes en bout de ligne? Ben, c'est assez compliqué, mais le MDR, c'est une approche qui vise à enlever les blocages dans le cerveau, surtout sur le plan, là, ça va être des termes, mais les gens connaissent de plus en plus l'amygdale, qui est dans le cerveau. Il y a l'amygdale, puis il y a l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la mémoire sensorielle, mémoire du souvenir traumatique, puis l'amygdale, c'est le système d'alarme. C'est ça qui fait paniquer ou qui... Fait on va essayer d'aller jouer là-dedans en revenant dans les souvenirs du passé. Okay? Quand tu as eu ta commotion cérébrale, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Des fois, ils n'ont pas le souvenir. Mais là, pour vous aider, je vais prendre autre chose qu'une commotion cérébrale parce qu'il y a l'aspect médical. Mais mettons, tu t'es foulé la cheville en jouant au football, tu t'es blessé, t'as une cheville qui est foulée, puis c'est sérieux, c'est 2-3 mois de convalescence, puis de revenir. Là, tu reviens au jeu. Puis là, à chaque fois que tu vois quelqu'un de côté, tu figes. Donc, tu es vraiment plus à risque de blessure. Mais tu es revenu de ta blessure, mais quand tu as quelqu'un qui est juste de côté, ton corps fige. Mais il fige pas complètement, mais il va faire un figement. C'est quand tu le sens que ton corps est plus tendu, il va figer. Quand c'est des réactions inconscientes comme ça, ben c'est sûr que même si je te dis « Hey, fige pas, défige », ben non, n'aie pas peur. Est-ce que tu penses que ça va aider l'athlète si je dis des phrases comme ça? Clairement pas, là. Je veux dire, en bout de ligne, c'est pas utile. Mais c'est ce qu'il va entendre tout le temps. Des coachs. Ouais. Ben oui. N'aie pas peur, ta blessure est correcte, tu sais, t'es plus blessé, là. Vas-y. Mais là, le psychologue, lui, il va se dire, OK, mais c'est quoi l'élément? C'est quoi ta vraie peur? Là, c'est quoi tu veux dire, vraie peur? Il comprend pas. Là, je dis, mais dis-moi, c'est quoi? Mais là, il y a des athlètes qui vont me dire, ben, c'est parce que j'ai peur qu'il me plaque soudainement, puis je l'ai pas vu. Ah, OK. Toi, t'as peur de l'aspect imprévisible de la chose. De quelqu'un qui pourrait... Oui, c'est ça. C'est l'imprévisibilité. Imprévisible. Mais c'est intéressant. Puis à part ta blessure que tu as vécu de l'imprévisibilité, as-tu d'autres moments où que tu as vécu des moments imprévisibles? Ben, il y réfléchit. Ah ouais, ben tu sais, quand j'avais 12 ans, mes parents m'ont appris que du jour au lendemain qu'on déménageait puis que les 2 parents divorçaient de façon imprévisible, soudain,
Puis là, les deux sont liés dans le cerveau. Mais lui, il sait pas. Je vois un thème, là. Là, on est revenu sur la prévisibilité. Là. Je sais pas si je suis confortable avec ça, mais... Oh, non! je sais, non, je taquine. Mais par rapport à ça, mais justement, mais c'est fou. Fait que tu me dis qu'il y a deux choses qui peuvent être complètement dissociées et qui est la blessure à la cheville. Deux, justement, la séparation des parents dans le scénario fictif que tu mentionnes. Mes parents sont encore ensemble en passant. Pour tous les gens qui se posent la question, sont bien heureux après, je pense, une quarantaine d'années de mariage. Mais le point avec ça, c'est que deux choses complètement dissociées ou banales comme une blessure à la cheville versus une séparation et un déménagement d'une famille, là, on s'entend. Donc, ça peut être relié. Et là, toi, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu as l'expertise pour aller jouer là-dedans et essayer de faire la déconnexion entre ces choses-là. Ben, en fait, on revient dans le souvenir de la blessure, puis on va revenir dans le souvenir de la séparation. Puis, surtout dans le souvenir de la séparation, on va avoir des outils qui, tu sais, mais j'avais 12 ans, puis c'est normal que je réagisse comme ça. Puis, finalement, tu sais, tu sais, le EMDR, c'est désensibilisation. On retourne dans le souvenir stressant, puis on va R pour réhabilitation ou reprocessing. On va reprocesser l'information. Donc, on va reprogrammer le cerveau pour que lorsqu'on va utiliser les outils à 12 ans, il va avoir eu comme 2-3 stratégies cognitives. On va revenir dans le souvenir traumatique de la blessure avec 2 outils de plus. Puis on va revenir dans le souvenir de la blessure, peut-être avec un autre outil, un changement de perspective, etc., etc. Mais il faut que le plus grand défi de ce que je suis en train de te dire là, c'est qu'il ne faut pas que ça soit le psychologue qui le dise ou qui s'en rende compte. Il faut que ça soit qui, selon toi? L'athlète ou la personne que tu traites, justement, là. Oui, le plus gros défi du psychologue, c'est de pas dire un conseil ou une suggestion, c'est plus de le laisser dire à l'athlète ou à la personne. C'est notre grand pouvoir, c'est de ne pas dire. C'est intéressant. C'est quoi la valeur de ça, justement, comme parce que, bon, si ça c'est à l'essence même de votre approche, il doit avoir une valeur comme subtile qui est importante à réaliser. Ben, c'est 10 fois plus puissant. C'est-à-dire que si je te dis une phrase, tu sais, dans la vie, c'est important de faire des efforts, puis quand tu as des problèmes, faut que tu mettes les choses en perspective, c'est pas si grave que ça, ce que tu vis, quand tu vas vieillir, tu vas comprendre. Si je te dis ça de même, tu vas faire hey, merci. Jean-Michel, là, aujourd'hui, là, ma vie a changé, tu m'as dit des 2 choses, wow. Non, l'athlète, il entend pas ça comme ça. Mais si lui, il fait hey, j'ai vieilli, puis tu sais, comment j'ai réagi, je suis pas d'accord. Fait il change de perspective. Fait que le changement de perspective, là, j'étais un adulte. Quand j'avais 12 ans, j'ai réagi comme ça. Là, je suis rendu un adulte et je vois plus la situation de la même façon. Donc, je change de perspective ou, hey, je vais faire je me rends compte que j'ai coulé mon examen ou j'ai pas été accepté dans telle équipe. Et je me suis pas entraîné cet été. Je me suis entraîné, mais... Pas vraiment, là. Pas vraiment. Hein? Fait que là, tu retournes dans ton souvenir à 14 ans où tu n'as pas été pris dans l'équipe de midget 3A, 15 ans, puis là, tu as été déçu de toi, puis tu l'as encore sur le cœur, même si tu es rendu junior, mais tu as été accepté l'année d'après, puis tout a bien été par la suite, mais tu as encore sur le cœur que tu n'as pas été accepté la première année. Mais quand tu as encore sur le cœur la première année, des fois, il y a des... l'expression avoir des crottes sur le cœur, mais c'est ça, c'est que ça a des marques là, mais j'avais pas fait d'effort. Puis des fois, puis ça, on le voit, tu sais, il y a un beau documentaire justement sur Netflix, je sais pas si on peut appeler ça un documentaire, mais c'est en anglais, je me rappelle, Coach's Playbook justement, où est-ce qu'il parle c'est Patrick Montoroglou qui est l'entraîneur de tennis qui est quand même assez célèbre, qui a entraîné Serena Williams, puis il parle comment est-ce que des athlètes comme Nick Kyrgios ou peut-être Serena Williams, ça s'applique pas vraiment à elle, qui sont super talentueux, des fois, ils vont justement arrêter de faire des efforts durant un match parce que c'est plus confortable pour leur ego, là, je le veux dans mes mots, de dire « j'ai perdu parce que j'ai arrêté de forcer », plutôt que de perdre le match en essayant de tout donner. Parce que là, au moins, ils peuvent pas dire « ben non, c'est pas parce que je suis pas talentueux, justement, parce que leur ego et leur talent est tellement consolidé à l'intérieur d'eux-mêmes. » Fait que là, ils font une stratégie qu'on appelle la diminution des attentes. Ils vont diminuer les attentes pour protéger leur ego. Parce que s'ils perdent, il avait décidé de perdre. S'il gagne, ben, en plus d'avoir arrêté, j'ai gagné. Fait que tu as un double avantage. Mais à court terme, ça peut être avantageux pour l'ego, mais à moyen long terme, c'est pas bon. Dans quel sens?
Ben, c'est que si tu dis ça dans ta tête, puis juste de ralentir, de toute façon, c'est complètement absurde. Tu sais, je veux dire, la stratégie de diminuer ses attentes est pas stratégique pour se motiver, se préparer mentalement. Tu sais, c'est comme arriver à un examen, je vais couler. Peut-être pas la phrase la meilleure pour se préparer à un examen, tu comprends? Fait que c'est, à court terme, tu peux protéger ton ego. Si c'est ça ta mission de protéger ton ego, ça va fonctionner à court terme. Mais à moyen long terme, c'est pas bon pour ta préparation mentale. Non, puis souvent, les gens qui font ça, ben ils vont justement avoir des problématiques de préparation mentale. Parce que diminue, puis ça devient gossant relationnellement parlant, là. Qu'est-ce que tu dis par ça? Ben,